Bonsoir. L'administration Biden est poursuivie en justice en raison d'un nouveau décret qui met fin aux concessions de pétrole et de gaz sur les terres et les eaux fédérales. Le décret de Biden a instauré une pause dans la conclusion de nouvelles concessions. La Maison-Blanche examinera en détail les concessions existantes et les pratiques en matière de combustibles fossiles. L'administration affirme qu'il s'agit d'une tentative pour s'attaquer à la crise climatique. La réaction de la Western Energy Alliance ne s'est pas fait attendre. Le groupe représentant les producteurs de combustibles fossiles sur les terres fédérales intente un procès. Ils affirment que le président n'a pas l'autorité nécessaire pour arrêter les concessions. Le groupe a déclaré que si le décret est, je cite, destiné à satisfaire la gauche environnementale, il portera gravement atteinte aux moyens de subsistance de dizaines de milliers d'Américains. Un débat très animé a éclaté lors d'une audition pour le choix de l'ambassadrice aux Nations Unies proposée par Biden. La discorde porte sur un discours que la candidate regrette aujourd'hui d'avoir prononcé au sujet de la Chine. Et j'ai exprimé mes vifs regrets d'avoir prononcé ce discours particulier à l'université de Savannah, et si je pouvais tout recommencer, je n'aurais pas accepté de le faire. L'ancien discours de Linda Thomas-Greenfield à l'Institut Confucius, financé par le régime chinois, est maintenant au centre des débats. Elle aurait fait l'éloge du Parti communiste chinois ou des projets du PCC en Afrique, en déclarant, je cite, « Il y a beaucoup à apprendre de la Chine et de ses récents succès sur le continent et que l'aide chinoise s'élargit à diverses formes d'investissement et de prêts. » Ce discours est un hommage au Parti communiste chinois. Vous avez fait l'éloge de l'initiative de la nouvelle route de la soie. Vous avez loué le fait qu'elle piège les pays en développement dans la servitude par les dettes. Et vous dites que les États-Unis devraient suivre le modèle de la Chine. Le discours datant d'octobre 2019 a été prononcé dans un institut Confucius financé par le Parti communiste chinois sur un campus universitaire américain. Qu'avez-vous dit sur les droits de l'homme dans votre discours? Je veux dire dans nos discussions avec les Africains. Mais ce n'était pas dans le discours. Je comprends ce que vous dites, je ne le conteste pas, mais comme je l'ai dit, je le regrette. D'autres sénateurs républicains ont également exprimé leur inquiétude concernant son discours. Le président de la commission, James Risch, a qualifié son discours d'éléphant dans la salle. Lors de l'audition, Thomas Greenfield a précisé qu'elle pensait que la Chine était un adversaire stratégique. L'université où elle s'était exprimée a fermé son institut Confucius l'année dernière. Suite à l'audition de mercredi de la candidate choisie par le président Biden à l'ONU, nous avons interviewé un expert de la Chine au sujet du discours controversé de Thomas Greenfield. Il met en garde les politiciens américains contre les tactiques du PCC en Afrique et aux Nations Unies. L'analyste spécialiste de la Chine, Tang Jingyuan, a commenté l'audition sur la nomination de Thomas Greenfield. Son ancien discours à l'Institut Confucius était au centre des débats. Quand Thomas Greenfield dit qu'elle va s'opposer à l'expansion autoritaire du PCC aux Nations Unies, mais qu'elle approuve en même temps son projet de nouvelle route de la soie et ses instituts Confucius, les deux positions sont contradictoires. L'une des tactiques du PCC pour gagner de l'influence est d'opérer sous le couvert d'échanges culturels ou économiques ou d'autres causes à caractère humanitaire. Il gagne ensuite la coopération de la population locale. C'est une façon très typique pour le PCC de pousser sa propagande et son idéologie communiste vers le monde extérieur. Tang met également en garde contre les tactiques du PCC pour gagner en influence au sein de l'ONU. Les Nations Unies ont toujours été au centre des efforts de propagande du PCC. Il a adopté une stratégie efficace dans laquelle il excelle. Elle consiste à assiéger la ville en contrôlant la campagne. C'est comme ça que le PCC a pris le contrôle de la Chine. Maintenant, il a étendu cette technique à la communauté internationale. Il s'allie avec de nombreux pays du tiers-monde, généralement par le biais d'une aide financière ou d'un copinage politique. Il manipule ces pays pour créer son propre bataillon. Ces pays deviennent alors les partisans du PCC. Aux Nations Unies, tous les États membres sont égaux, chaque État membre dispose d'une voix. C'est pourquoi nous constatons ce phénomène aux Nations Unies. Les pays qui se soucient des droits de l'homme et les protègent, comme les États-Unis, sont étouffés par des auteurs de violations notoires des droits de l'homme comme le PCC. Selon Tang, comme les opérations de propagande du PCC opèrent souvent sous le couvert d'échanges culturels, la population locale peut devenir une proie sans même se rendre compte qu'elle sert de relais à la propagande du PCC. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo demande à l'administration Biden de reconnaître le rôle du Parti communiste chinois dans la pandémie, alors même que Biden vient de signer un mémorandum qui condamne le fait d'attribuer au virus un nom en fonction de son lieu d'origine.
Dans l'émission Fox News Prime Time de mardi, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a souligné l'importance de préciser le lieu d'apparition du virus, ajoutant que depuis sa découverte, il le nomme lui-même le virus de Wuhan. Tout a commencé à Wuhan. Le virus est originaire de cet endroit. Nous savons que le Parti communiste chinois l'a dissimulé et que des médecins et des journalistes qui voulaient écrire sur ce sujet ont disparu et qu'on leur a interdit de le faire. Les remarques de Pompeo font suite à un mémorandum signé par le président Biden qui condamne, je cite, la montée du racisme, de la xénophobie et de l'intolérance à l'égard des Américains d'origine asiatique. Le document indique, je cite, le gouvernement fédéral doit reconnaître qu'il a joué un rôle dans la promotion de ces sentiments xénophobes par les actions des dirigeants politiques, y compris les références à la pandémie Covid-19 par la localisation géographique de son origine. Il est pourtant courant de nommer les virus d'après leur lieu d'origine ou de découverte comme le virus Ebola, la fièvre Zika et la maladie de Lyme. Pompeo a déclaré que le PCC veut faire croire aux Américains que la colère justifiée de l'Amérique contre le PCC pour sa mauvaise gestion de la pandémie a quelque chose à voir avec le racisme, alors que ce n'est pas le cas. Le PCC croit qu'il peut étouffer les demandes de compte des Américains par des accusations de racisme. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Dans l'interview accordée à Fox, Pompeo a déclaré qu'il comptait sur l'administration Biden pour continuer à combattre le Parti communiste chinois. Et Mike Pompeo est devenu membre de l'Institut Hudson, un groupe de réflexion conservateur à Washington. Certains voient cette initiative comme une préparation à une éventuelle course à la présidence de 2024. En Chine, certaines entreprises ont des noms similaires mais pas tout à fait identiques à ceux des entreprises militaires communistes chinoises. Avec l'accord de Biden, le département du Trésor américain autorise temporairement les investissements américains dans ces entreprises. Sous l'administration Trump, les États-Unis ont interdit les investissements dans les entreprises militaires chinoises. Trump a fixé la date limite à jeudi pour arrêter les investissements, mais Biden a maintenant prolongé ce délai jusqu'à la fin du mois de mai. L'expert en géopolitique Brandon Vechter explique les dangers de ce report de l'interdiction. Si les Chinois font de mauvaises choses et qu'ils se cachent derrière ce genre de sociétés anonymes, avec des pseudonymes, vous le savez, nous allons en acheter pendant 6 ou 5 mois encore. Donc ces produits, s'ils sont compromis, oui, nous allons potentiellement intégrer des produits compromis dans notre chaîne logistique de défense. Allons un peu plus loin et examinons pourquoi l'interdiction des entreprises militaires communistes chinoises est importante pour les Américains, à commencer par l'armée américaine. Selon Vechter, il existe un équilibre entre le fait de ne pas trop dépenser l'argent des contribuables et le fait d'acheter à la Chine qui, selon lui, ne joue pas franc jeu. Ce que cela signifie réellement, c'est que l'équipement et le matériel dont dépendent quotidiennement les hommes et les femmes qui se battent pourraient très bien être compromis. Ils pourraient être conçus pour échouer. Ils pourraient être conçus pour être piratés à tout moment, ce qui pourrait perturber l'état de fonctionnement normal d'une unité militaire américaine. L'ordonnance figurant sur le site web du département du Trésor interdit également les transactions sur titre avec les sociétés militaires chinoises. En novembre, l'ancien président Trump a poursuivi son approche de fermeté envers Pékin en interdisant les investissements dans ces entreprises. Mais qu'en est-il de Biden ? Vous pouvez vous attendre non seulement à l'abandon complet des politiques de Trump, comme l'interdiction qu'il a promulguée avant son départ. Mais je pense que vous allez aussi constater une certaine stabilisation des relations sino-américaines. Parce que l'équipe Biden veut vraiment se concentrer sur la Russie. C'est le fruit qui pend. Et ils veulent vraiment s'impliquer davantage, à tort je pense, avec la Syrie. Et donc je pense que ces deux priorités vont annuler la capacité des États-Unis à aller vraiment très loin contre la Chine comme l'a fait Trump. L'approche de Biden vis-à-vis de la Chine n'est pas encore tout à fait claire. Vechter a déclaré que les choix du cabinet de Biden sont plus ambigus en ce qui concerne leur politique à l'égard de la Chine, alors que les forces navales américaines sont en train de rivaliser avec l'armée chinoise dans la mer de Chine méridionale depuis l'investiture de Biden. Les 3 derniers décrets du président Biden portent sur le changement climatique. Il a créé un bureau central à la Maison-Blanche pour mettre en œuvre son programme sur le climat. Un expert en politique environnementale nous éclaire sur l'impact de ces décrets.
C'est une approche de l'ensemble du gouvernement pour mettre le changement climatique au centre de notre sécurité nationale et de notre politique étrangère. Les mots prononcés par Biden quelques instants avant de signer ces nouveaux décrets indiquent clairement que des réformes de politique étrangère devront être mises en place si l'Amérique veut atteindre son objectif de réduire la dépendance du pays au pétrole et au gaz en les remplaçant par des éoliennes et des panneaux solaires. Pour ce faire, l'Amérique devrait probablement renoncer à son autosuffisance. Nous serons obligés d'importer de Chine et d'autres pays les matériaux et plus largement l'équipement lui-même. Ainsi, selon Taylor, le fait que Biden qualifie le changement climatique de menace pour la sécurité nationale a pour conséquence que la politique de Biden elle-même devient une menace pour la sécurité nationale. Ce que nous faisons, c'est enrichir nos ennemis géopolitiques et nos adversaires potentiels. Et en même temps, nous nous appauvrissons nous-mêmes, dans la mesure où ce sont des raisons qui compromettent considérablement la sécurité nationale des États-Unis, tant en termes de chantage potentiel que d'inhibition de notre économie. Et nous mettrons l'économie nationale américaine sérieusement en péril si nous suivons le programme climatique de Biden. Cette série de décrets est destinée à mettre l'Amérique sur la voie de l'objectif ambitieux de Biden, celui d'avoir une économie à 100% issue d'énergie propre et des émissions nettes nulles d'ici 2050. Cependant, certaines études montrent que l'Amérique a déjà réduit ses émissions plus que tout autre pays du monde au cours de ce siècle. Un autre point que Biden essaie d'atteindre grâce à ces nouveaux décrets, c'est son objectif pour 2030, à savoir préserver 30% des terres et des océans. Cela s'ajoute aux terres qui devraient être mises de côté pour l'utilisation des éoliennes. Ce n'est que le début des initiatives de l'administration Biden pour faire reculer les politiques de Trump. Nous verrons donc comment l'administration prévoit de régler certains de ces détails au fur et à mesure de l'avancement de ces nouvelles politiques en matière de changement climatique. Twitter est poursuivi en justice par un enfant qui a été victime d'abus et d'exploitation sexuelle. Le mineur affirme que la plateforme de médias sociaux était au courant du contenu depuis 1 an mais ne l'a pas supprimé. Voyez le détail de cette histoire. La semaine dernière, un mineur, John Doe, et sa mère ont intenté une action en justice contre Twitter, alléguant que le géant des réseaux sociaux a sciemment partagé les vidéos des abus dont il a été victime et a refusé de les retirer. Les vidéos qui ont circulé montraient des images très graphiques de lui abusé sexuellement à l'âge de 13 ans, des vidéos réalisées par des proxénètes. À l'âge de 16 ans, il a découvert les vidéos avec sa mère et ils ont prévenu les autorités et Twitter. Selon la politique de Twitter, leur système est conçu pour détecter et arrêter les contenus illégaux comme les abus sexuels sur les enfants. Sa mère, Jane Doe, a envoyé un email à Twitter le 26 janvier 2020 demandant que les vidéos soient retirées immédiatement. Cependant, 2 jours plus tard, Twitter a répondu, je cite, « Nous avons examiné le contenu et nous n'avons pas trouvé de violation de nos politiques, donc aucune action ne sera prise pour le moment. » Selon la politique de Twitter en 2019, en matière d'exploitation sexuelle des enfants, ceux qui enfreignent cette politique voient leur compte supprimé et sont signalés au Centre national pour les enfants disparus et exploités. Les vidéos de John Doe ont été visionnées plus de 167 000 fois et ont été partagées plus de 2000 fois selon la plainte. La plainte affirme également que Twitter supprime ou empêche de manière sélective certains contenus sur la plateforme sur la base d'informations et de convictions et que ces vidéos ont été monétisées par leur diffusion. Le garçon demande réparation en vertu de la loi fédérale sur la protection des victimes de la traite des êtres humains. 200 républicains de la Chambre des représentants ont déclaré qu'ils s'opposeraient à toute tentative de laisser les fonds fédéraux payer les avortements. Ils veulent conserver une loi qui empêche que les fonds publics soient utilisés à cette fin. 200 républicains de la Chambre des représentants se sont engagés à protéger l'amendement Hyde. Il empêche que les fonds publics soient utilisés pour payer les avortements sauf en cas de viol, d'inceste ou de mise en danger de la vie. Le député Jim Banks a tweeté « Pendant plus de 40 ans, le Congrès a maintenu l'interdiction des avortements financés par les contribuables, mais la nouvelle gauche radicale veut changer cela. » L'amendement Hyde a été créé en 1976 et a reçu un soutien bipartisan chaque année depuis. Une lettre aux dirigeants de la Chambre et du Sénat a fait remarquer que l'amendement est resté en place sous l'administration Obama avec le soutien de Joe Biden en tant que vice-président. Avant cela, Biden avait également voté en sa faveur en tant que sénateur du Delaware, mais au cours de sa campagne présidentielle, il est revenu sur sa position sous la pression des sénateurs Elizabeth Warren et Kamala Harris, alors sénatrice. Aujourd'hui, un grand nombre de démocrates de la Chambre des représentants cherchent à le supprimer. Les républicains de la Chambre ont assuré qu'ils rejetteraient tous les efforts dans ce sens. Le président Biden a annoncé que le gouvernement fédéral allait acheter des millions de doses de vaccins supplémentaires afin de freiner le virus du PCC. Nous pensons être bientôt en mesure de confirmer l'achat de 100 millions de doses supplémentaires pour chacun des 2 vaccins Pfizer et Moderna autorisés par la FDA.
Cela représente 100 millions de doses supplémentaires de Pfizer et 100 millions de doses supplémentaires de Moderna. Biden a déclaré aux journalistes qu'il y aurait suffisamment de doses pour vacciner environ 300 millions d'Américains d'ici la fin de l'été ou le début de l'automne. Ces annonces surviennent alors que le nombre de décès aux États-Unis dépasse les 420 000. Sous le président Trump, le gouvernement fédéral avait déjà accepté d'acheter 200 millions de doses à Pfizer et 200 millions à Moderna. Comme chaque vaccin nécessite 2 injections, ces 400 millions de doses déjà achetées suffiraient à vacciner environ 200 millions d'adultes américains. Selon le CDC, à ce jour, au moins 41 millions de doses de vaccins ont été distribuées aux États-Unis. L'Assemblée du Wisconsin votera cette semaine sur l'annulation d'une loi sur le port du masque. Le Sénat de l'État, contrôlé par les républicains, a déjà voté son annulation. Le Sénat du Wisconsin a voté l'abrogation du port du masque à l'échelle de l'État par 18 contre 13. Le gouverneur démocrate Tony Evers a mis en place le projet l'année dernière. Il s'agit de la plus récente mesure de lutte contre la pandémie à l'échelle de l'État. Selon l'Académie nationale de santé publique, 40 autres États américains ont mis en place un système de port du masque. Mais il se peut que ces initiatives ne soient pas aussi efficaces qu'on le dit. Selon une étude publiée par la Fondation Héritage en décembre dernier, les 25 comtés américains qui enregistrent le plus grand nombre de cas de virus officiellement signalés ont mis en place des mesures rigoureuses autour du port du masque. Les initiateurs de l'annulation ont déclaré, je cite, « Les gouvernements devraient entreprendre des interventions plus efficaces et ne pas se fier uniquement au confinement et au masque ». Le leader de la majorité au Sénat du Wisconsin a déclaré que la décision du gouverneur était un empiètement de l'exécutif. Il a écrit « Le gouverneur Evers a abusé de son autorité limitée en émettant à plusieurs reprises des ordres illégaux au-delà de ses pouvoirs d'urgence de 60 jours. Evers a déclaré la première urgence sanitaire en mars de l'année dernière et il a prolongé le port du masque jusqu'au 20 mars de cette année au moins. Les deux chambres doivent se prononcer pour pouvoir annuler le décret. La secrétaire d'État au commerce désignée par le président Biden se dit ouverte à une modification de la section 230 qui protège les entreprises de la technologie contre toute responsabilité concernant le contenu des utilisateurs. La gouverneure de Rhode Island, Gina Raimondo, a été interrogée sur la réforme de l'article 230 lors de son audition de confirmation. Elle a dit au sénateur du Wisconsin, Ron Johnson, qu'elle était d'accord sur la nécessité d'une réforme. Cette loi fait partie de la loi sur la déontologie en matière de communication, Communication Decent Act. C'est un sujet d'actualité dans un contexte où la censure des médias sociaux suscite de plus en plus d'inquiétudes. Raimondo a déclaré que si elle est confirmée, elle mettrait des ressources à la disposition de l'administration des télécommunications et de l'information, la NTIA, afin de discuter d'éventuelles réformes. L'agence fait partie du département du commerce et est chargée de conseiller le président sur ces questions. Les administrations Biden et Trump ont toutes deux critiqué l'article 230 pour différentes raisons. Les républicains accusent les géants du numérique de contrôler de manière déséquilibrée le contenu des utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux, étouffant les points de vue conservateurs et la liberté d'expression. Les démocrates, quant à eux, soutiennent que les entreprises ne font pas assez pour contrer la désinformation et les discours de haine. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.